serai bref, mais je tiens à apporter quelques précisions. D'abord, pour le mode leasing, je veux rappeler ici que tous les véhicules ne sont pas concernés. C'est-à-dire, les véhicules, par exemple, des militaires, des paramilitaires, la police, les ambulances, les sapeurs-pompiers. Donc, il y a une catégorie de véhicules qui ne sont pas concernés. Les véhicules qui sont au fait ciblés par le leasing, c'est les véhicules de fonction et les véhicules de service que nous utilisons habituellement. Pour les véhicules de fonction, je tiens à dire à ma grande sœur de la Cour constitutionnelle qu'elle n'a pas de souci à se faire pour les membres de l'institution parce qu'ils ont droit à des véhicules de fonction, ils auront toujours droit à leur véhicule de fonction. Seulement, ce qui change, c'est le mode d'acquisition. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle ne peut plus acheter cash les véhicules pour les membres, mais l'expression du besoin sera exprimée auprès du ministre des Finances et on va mettre les véhicules de fonction adaptés à leur rang, à leur disposition pour utilisation. C'est le mode de paiement qui fait à ce niveau. Pour les véhicules de service, c'est surtout au niveau des véhicules de service que nous rencontrons assez de problèmes parce que, soyons francs, nous utilisons très mal ces véhicules. Donc, le mode opératoire, nous allons faire des séances de sensibilisation et d'information au niveau de tous les ministères sectoriels, c'est déjà prévu. D'ici là, nous allons commencer pour que nous nous apprenions de fond en compte les contours liés à cette réforme. Mais ce qu'il faut retenir ici, déjà, c'est que pour les véhicules de service, c'est nos CVA qui vont conduire ces véhicules. Donc, j'insiste sur ce point pour que ça soit clair. Mais la nouvelle donne, c'est que c'est vrai, c'est eux qui vont utiliser ces véhicules. Les véhicules, avant qu'on ne finisse de solder les loyers, il y a une co-appartenance. C'est-à-dire le véhicule, pendant que nous payons les loyers, est à la fois l'État est copropriétaire et le loueur est jusqu'avant qu'on ne finisse de payer ses loyers, est aussi propriétaire du véhicule. Donc, et c'est lui qui a la charge d'entretenir son véhicule. Donc, il ne va pas. Le suivi sera fait à la fois par l'administration qui utilisons le véhicule, et lui, le loueur qui est propriétaire de son véhicule et qui a la charge du suivi de l'entretien du véhicule. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus accepter que, par exemple, les chauffeurs ou bien nous-mêmes, nous prenons les véhicules pour utiliser à nos propres fins. C'est juste ça qui change. Sinon, dans la pratique, les grandes lignes sont encore toujours là. On va exprimer les besoins au niveau du ministre des Finances. On va vous mettre le véhicule à disposition. Le mode de paiement avec le TGV et le Trésor. À ce niveau, il y a le mode de paiement qui change, qui devient des loyers, parce que là, c'est un service qu'on paye. Donc, c'est juste ça qui change. Maintenant, ce qui va fondamentalement gêner, c'est l'utilisation qu'on fait des véhicules. Les véhicules de service seront mis à notre disposition pour les besoins de service. J'insiste sur ça parce que les sanctions qui sont prévues, parce que nous sommes en train de toiletter l'arrêté portant réglementation du parc automobile de l'État, les sanctions seront personnelles pour éviter des contentieux qui vont engendrer beaucoup de pertes de fonds à l'État. Donc les sanctions seront individuelles. Donc je veux m'arrêter à ça. Pour les détails, nous allons mettre à la disposition de tous les DAF
le mode opératoire et nous allons passer au niveau de tous les ministères et institutions pour organiser des séances de sensibilisation avec les acteurs concernés et surtout les CVA. Et chaque année, nous demandons déjà au DAF de commencer par penser à prévoir dans leur PTA chaque année la formation de ces acteurs qui va nous amener à avoir moins de contentieux. Je vous le remercie. Les véhicules qui seront acquis sur le projet ne sont pas aussi concernés par le mode leasing. Et là où il y a aussi des contreparties ou supportés par les financements extérieurs, c'est surtout les véhicules qui sont acquis sur le budget national parce que l'objectif c'est de faire des économies à l'État. Sur les formations à faire, ça c'est très important. Et j'insiste encore sur la responsabilité personnelle de ces biens. Merci beaucoup. La procédure de gestion des ressources mises à la disposition des agences gouvernementales. Ici, il vous souvient à votre initiative et sous votre coordination, le DGB, moi-même et le DNCMP avons travaillé, et le Trésor aussi avons travaillé sur ce volet-là. C'est bel et bien prévu dans les modalités d'exécution du budget de l'État du DGB. Va répondre à la préoccupation et aux besoins. Le DNCMP pourrait préciser quelques aspects que le DGB éventuellement n'aurait pas relevés. En ce qui concerne les articles non répertoriés, le mécanisme d'obtention de l'autorisation, il faut déjà observer que au ministère des Finances, nous avons essayé de tout faire pour vous simplifier la tâche. On aurait pu dire que l'autorisation d'acquisition de ces articles-là pouvait être soumise à l'appréciation du ministre des Finances. Mais nous nous sommes dit, en restant dans l'esprit de la LOLF 2013, cela relève des prérogatives du ministre sectoriel. Cela prend quelle forme? Vous avez trouvé vous-même la réponse de Mme Ouké. Au ministère des Finances, par exemple, lorsqu'il nous arrive de solliciter de notre ministre une autorisation pour des acquisitions, nous rappelons aussi bien la nature des éléments qui doivent faire objet de dépenses, mais également à côté, on y indique les coûts. En la matière, nous sommes avec des articles qui ne sont pas répertoriés. Cela veut donc dire que dans l'absolu, à ce moment-là, on ne connaît pas la cotation, l'évaluation, la partie de crédit budgétaire que cela pourrait emporter. Alors, lorsque vous adressez une fiche à votre ministre, il serait intéressant que dans la fiche soumise à l'approbation de l'autorité, on retrouve les éléments ci-après. L'article, ces spécifications, et en amont, cela suppose que vous avez fait une prospection pour avoir une idée du coût sur le marché. Le problème à l'occasion des évaluations se pose à ce niveau-là. Quel est le vrai coût? Le vrai coût ne se justifie pas par la production d'une facture pro forma. Une facture pro forma, on peut l'obtenir. Nous connaissons qu'il y a des usines à fabriquer des factures pro forma pour servir de témoins. Cela appelle la responsabilité de vous, DAF. J'insiste sur cette donnée-là parce qu'il ne vous a pas échappé que pour compter de la gestion 2017, il y a eu une accélération de l'évaluation des actions que nous posons. Le gouvernement est très attentif au coût de la commande publique. Lorsque vous êtes certain de la réalité du marché, de la réalité du prix sur le marché, la marge que l'INSAE autorise après les études faites varie entre 25
et 30% TTC. J'ai eu la préoccupation de M. Gampin au niveau du cadre de vie. Je suis quand même un peu surpris parce que le délégué cadre de vie fait quand même de l'un de nos meilleurs délégués, mais nous allons quand même voir ce qui s'est passé, puisque déjà pour cette délégation-là, en raison de son ampleur, nous y avons affecté deux assistants. C'est un indicateur, vous l'avez relevé, que nous suivons de très près les délais de traitement des dossiers au niveau de chacune de nos unités. Mais nous allons quand même voir ce qui s'est passé pour que vous puissiez être toujours satisfait. Alors, les préoccupations posées par la DAF Plan, les différents taux applicables pour l'acquisition du carburant. Je peux comprendre quelle peut être votre difficulté, mais tel que nous avions fonctionné en 2017, en raison des difficultés d'approvisionnement ou des difficultés d'acquérir du carburant lubrifiant au profit au niveau des stations, la Sonacop, il y a eu des requêtes adressées par les ministres sectoriels à l'endroit du ministre des Finances, qui a pu accorder des autorisations. La moyenne, c'est entre 60% Sonacop et 40% au niveau des stations privées. La question qui s'est posée à l'exécution, comment est-ce qu'on met en œuvre ces 60 et 40%, étant donné que, par exemple, nous sommes dans un système d'acquisition de carburant en tenant compte de la tranche de libération du crédit, la tranche bancaire, et qui ont pour être tentés de dire au premier trimestre qu'on peut acheter 100% sans, deuxième trimestre non. Mais la question n'est pas là. La question, c'est à l'évaluation globale du carburant acquis pendant toute l'année. Vous avez acheté du carburant au premier trimestre, 100% à la Sonacop. Vous avez acheté du carburant au niveau du deuxième trimestre, 100% au niveau d'une station privée. À la fin de l'année, les différentes écritures que vous avez passées, les différents chèques émis, les différentes factures produites permettent de regrouper et de retracer le niveau d'exécution de l'autorisation que le ministre vous a accordé. Le niveau d'autorisation que le ministre vous a accordé. Je voudrais profiter de cette question pour répondre à une préoccupation qui est souvent revenue. Les modalités de mise en œuvre des PTA. Quels sont les documents qui autorisent la mise en œuvre des PTA? Il faut faire attention. Le PTA, tel que son nom l'indique, n'est qu'un plan. C'est un document de planification. Il indique la route. C'est à partir de cela que les évaluations sont faites. La difficulté vient souvent à l'occasion de l'exécution des différentes activités. Dans certains ministères, on a tendance à penser que le PTA vaut déjà autorisation de l'exécution de l'activité. Non, le PTA ne vaut pas l'autorisation de l'exécution de l'activité. En raison de l'activité à pouvoir mettre en œuvre, ensemble avec vos délégués, vous sollicitez les documents requis. Et s'il s'avérait qu'il y avait des points de traitement, vous avez la possibilité de vous référer à l'arbitrage du contrôle financier. Merci. Oui, une dernière question. Oui. Les pratiques de mise en œuvre des achats groupés, je vais répondre, le DNCNP pourrait également compléter. Certains ministères commencent déjà par mettre cela en œuvre. Et en réalité, ça n'est pas quelque chose qui est compliqué dans l'absolu. Je partirai de temps de 15 secondes, je partirai d'un cas pratique. Nous avons dans un ministère différentes lignes de crédit. Sur une ligne, on a pu avoir peut-être 8 millions, une autre 10 millions, ainsi de suite. Mais nous voulons acquérir du matériel informatique
sur chacune de ces lignes-là. Nous avons donc la possibilité, dans le cadre d'un achat complet, de faire la somme des crédits disponibles sur chacune des lignes indiquées, en déterminer le montant global, transférer le dossier à la personne responsable des marchés publics. Et cela fait l'objet d'un marché public. Une requête est adressée à la DNCRB. Alors, l'intérêt de la question, comment est-ce que cela est géré d'un point de vue budgétaire? Le contrat à signer, il est unique, puisque les acteurs sont connus. C'est la PRB, c'est le contrôleur financier, le ministre sectoriel, le ministre des Finances et le prestataire. Donc pour le contrat en lui-même, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau de la réservation de crédit. Et là, c'est encore simple. Il suffit simplement de faire les réservations de crédit à hauteur des crédits disponibles par ligne identifiée et de préciser à l'intérieur du contrat ou dans un tableau en annexe du contrat quelle est la quantité du matériel qui doit être affecté à telle unité administrative et à telle autre unité administrative. Chaque réservation de crédit est signée par son coordonnateur et approuvée par son affaire. La question, comme en 2017, les entreprises soumises à la taxe professionnelle synthétique TPS vont continuer par faire l'objet de la retenue à la source de la TVA à 100% selon les règles qu'on a retenues au cours de l'année qui s'est achevée. Ensuite, les autres vont subir la retenue à la source de 40%. Maintenant, pour répondre à la question du capitaine Goro, les acquisitions sur emprunt, je crois que c'est ça, il a évoqué l'article 1103 qui ne serait pas reconduit dans la loi de finances. Ce n'est pas exactement ça. Les dispositions de l'article 1103 ne sont pas abrogées. C'est une disposition permanente qui modifie le Code général des impôts. Et en tant que tel, le législateur n'a pas besoin de les faire figurer chaque année dans la loi de finances. Quand vous prenez l'exonération sur le matériel informatique, par exemple, la loi dit clairement que du 1er janvier au 31 décembre 2018 sont exonérés de la TVA du matériel informatique. Ça veut dire que c'est une disposition provisoire qui sera reconduite d'année en année. Mais lorsqu'on ne donne aucun délai ou lorsque la disposition modifie directement le Code général des impôts, on n'a pas besoin de la reconduire chaque année. Mais ça, on va la faire figurer dans le Code le jour où on souhaiterait la modifier ou la supprimer. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Ça signifie que les règles appliquées en 2017 demeurent valables pour ce point, à savoir que c'est le régime fiscal de droit commun qui est applicable. Enfin, pour les retenues sur les loyers, je voudrais préciser que jusque-là, les loyers payés par l'État font l'objet d'une retenue à la source de 10%. Désormais, on a deux taux. De 0, les loyers dont le montant ne dépasse pas 3 millions vont continuer à subir la retenue de 10%. Et ceux dont le loyer dépasse 3 millions, directement 20%. C'est simplement pour éviter que le bailleur n'ait encore à avoir une ardoise fiscale plus lourde, parce que l'expérience a montré qu'avec la retenue de 10%, quand on leur remet après les avis d'imposition, le solde à payer est toujours plus élevé. Mais il faut préciser qu'il s'agit des loyers payés par l'État, d'une part, et toutes les personnes morales. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, ça c'est pour notre propre gouvernement, parce que la question revient souvent, chacun peut savoir s'il est fonctionnaire et qu'il a pu donner en location deux chambres à coucher quelque part, ou bien lui-même est locataire, est-ce qu'il y aura la retenue? Il n'y aura pas la retenue. La retenue n'est valable que lorsque le locataire est une personne autre qu'une personne physique.
question des achats groupés. Je crois que le CF a été un peu plus très explicite sur cette question-là, et ce qui permettra véritablement aux différents acteurs de la chaîne de pouvoir se conformer aux procédures. Parce que au moment où, en tout cas, dès que les délégués de contrôle des marchés publics seront déployés dans les ministères, ce sont eux qui sont chargés de valider les plans de déclaration des marchés avant leur transmission à la DNC pour publication. Ils verront à ce que dans nos différentes opérations des marchés, qu'on n'ait pas à avoir plusieurs marchés de demande de cotation, 8 millions d'ordinateurs ici, sur cette ligne, 5 millions par là, 4 millions de l'autre côté, de sorte que toutes ces dépenses se retrouvent en fait en deçà du seuil. Maintenant, les cumuls, on se rend compte que fondamentalement, on est déjà au-delà du seuil de passation normale des marchés publics. Donc il va falloir qu'on soit un peu plus vigilant sur cette question. Il y a également la préoccupation des marchés relatifs à la sécurité, à l'entretien, qui a été évoquée. Moi, je crois que par rapport à cette préoccupation, il va falloir quand même qu'on prenne des dispositions afin de pouvoir lancer les marchés avant le début de l'exercice budgétaire N+1. Donc voilà globalement, chers participants, ce que je peux vous livrer comme réponse sur vous. Oui. Sinon, l'approche qui a incité à l'appaiement de la dette était que les DAF valident, c'est la procédure normale, valident avec les services de la SDE toutes les dettes liées à la consommation d'énergie électrique. Donc, si, entre-temps, les cadres n'étaient pas pris en compte, je n'ai pas les éléments de vérification, nous allons vérifier. Si en temps le cadre n'était pas pris en compte, soit c'est que le ministère de l'Agriculture n'a pas fait son travail, ou soit c'est parce que le cadre était mis sous liquidation et que l'attention n'a pas été portée à ces services. Merci. Sur cette question, je voudrais rectifier le cas. Donc, au titre de 2016, vous ne devez rien à la SB2E, vous ne devez rien à la SUDEP. Maintenant, il y a des cas spécifiques, donc ça relève de la responsabilité des DAF qui n'ont peut-être pas validé à temps voulu les factures dans des structures non centrales. Donc il appartiendra à ces DAF-là de voir comment ils gèrent la question à leur niveau. Sinon, au niveau central, la question est complètement réglée. Avant qu'on ne passe à la clôture, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. Il y a une dernière question qui m'est parvenue sur les modalités d'acquisition de mobilettes en leasing. C'était prévu aussi, les mobilettes en leasing. Donc, si vous le permettez, je vais donner lecture du communiqué. Donc, communiqué de presse. Le vendredi 5 janvier 2018 a eu lieu à la salle de conférence du ministère de l'Économie et des Finances une matinée d'échange avec les acteurs de la chaîne des finances publiques, suivie de la cérémonie de lancement de l'exécution de la loi de finances pour la gestion 2018. Outre les autorités du ministère, la rencontre a connu la participation des directeurs de l'administration et des finances, des directeurs de la programmation et de la prospective des ministères sectoriels, ainsi que des responsables financiers des institutions de l'État. La cérémonie a permis au ministre chargé des Finances et à ses collaborateurs de partager avec les acteurs de la chaîne des finances publiques les règles et principes de gouvernance édictés pour encadrer la gestion budgétaire en 2018. Elle a par ailleurs été l'occasion de riches échanges, aussi bien sur les règles et principes budgétaires que sur les préoccupations d'ordre technique et ou procédural recueillies auprès des acteurs à divers niveaux. Des esquisses de solutions ont été apportées aux difficultés soulevées. Les principaux points d'ancrage des règles de la gouvernance des finances publiques en 2018 sont, entre autres, la gestion des titres de transport à l'étranger, la gestion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, le suivi de la gestion des crédits de subvention et de transfert,
la certification des réceptions de commandes et constatation de services faits dans CICFIC, la validité des contrats de prestation de services, le paiement de décompte sur la base de contrats de marché public des gestions antérieures, l'organisation des séances de renforcement des capacités, les règles qui encadrent désormais les évacuations sanitaires, la régularisation des ordres de paiement, la validité de l'attestation fiscale, les procédures de transfert de ressources aux communes, la gestion des véhicules administratifs en mode leasing, la mise en place d'une procédure de traitement des dépenses au niveau des postes diplomatiques et consulaires de Bénin, les modalités de libération des crédits budgétaires, la procédure de gestion des crédits des agences d'exécution et d'assistance en maîtrise d'ouvrage délégués, la revue de la dépense publique, la gestion des crédits d'électricité, les règles d'encadrement des commandes publiques par bon de commande ou par contrat de marché public et enfin les règles relatives au visa des titres par le contrôleur financier ou ses délégués. Au total, 40 règles, principes et modalités clés forment le cadre de référence